Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. La dépression, cette maladie qui se caractérise normalement et notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation et de faculté de décision. Ces sentiments noirs nous poussent parfois au pire, à l'irréparable. Mais comment reconnaître les signes de dépression chez un jeune? On en parle en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, mes amis et moi, nous allons nous concentrer sur ces regards extérieurs, ces jugements qui peuvent parfois nous pousser à changer la perception que nous avons de nous-mêmes et nous faire croire que nous ne sommes pas capables de réaliser, de grandir ou bien de s'affirmer. Comment développer l'estime de soi? On en parle en fin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit de Brice. Brice, vous êtes étudiant en statistiques économiques et financières. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Tout le plaisir pour moi. Merci beaucoup. Nous remercions également Alina, étudiante en banque et assurance. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. Merci. Et nous allons simplement souhaiter la bienvenue à un habitué du plateau Génération News, Nathan, étudiant en management des affaires. Bienvenue chez toi, hein, Nathan. Merci, Régis. Les amis, nous allons parler de la dépression. C'est comme on l'a souligné dans mon introduction, une maladie qui touche beaucoup de personnes, pas que les jeunes. Mais nous allons essayer, en ce qui nous concerne aujourd'hui dans Génération News, de faire un focus uniquement sur les jeunes. Nathan, qu'est-ce qu'on entend déjà par dépression? Alors, merci Régis pour la question. La dépression, c'est simplement le fait d'être plongé dans une tristesse profonde et continue dans une longue période, parce qu'on peut être triste un moment et passer à autre chose. Mais lorsque ça devient récurrent et on a même une perte d'énergie, une perte d'appétit, une perte de poids pour certains ou une augmentation du poids pour d'autres. Et dans cette dépression-là, ce qui arrive finalement, c'est le découragement. C'est la principale chose qui arrive au final. Est-ce que il y a, on va dire, s'il fallait quantifier ça en termes de degrés, c'est quoi le pire degré d'une dépression? C'est-à-dire, jusqu'où ça peut aller, cette dépression-là? Pour moi, je pense que le pire, c'est le suicide. Parce que généralement, les personnes dépressives pensent beaucoup au suicide. Beaucoup au fait d'abandonner ce qu'elles font. Il y a cet aspect d'abandonner ce qu'on est, ce qu'on fait. Mais aussi, le pire, c'est souvent d'abandonner sa propre vie. Donc, d'aller au suicide. Et est-ce que, je veux dire, comment, c'est vrai que la thématique, Brice, c'est de comment aujourd'hui reconnaître les signes. Est-ce que c'est possible de reconnaître ces signes de dépression chez un jeune ou bien un adulte de manière générale? Merci pour la question. Je pense qu'au départ, il est quand même difficile. Il est clair de l'avouer, difficile de pouvoir identifier les signes d'une personne dépressive. Mais bien sûr, la science a permis de pouvoir mettre sur la table un certain nombre d'éléments à travers lesquels on pourra donc dire qu'une personne passe par un moment de dépression. Et comme le frère Nathan a pu le dire, c'est souvent la perte de poids, c'est des changements d'humeur qui sont surprenants pour la personne même et plusieurs autres éléments tels que le traumatisme qui peuvent donc être des éléments compulseurs. Il a parlé de la tristesse aussi. Après, c'est quand même un peu difficile. Je veux dire, la personne peut être triste pour autre chose, mais ce n'est pas forcément de la dépression. On peut être aussi de mauvaise humeur pour autre chose qui n'a aucun lien avec la dépression. Donc, si, évidemment, les critères que tu viens d'énumérer font partie, évidemment, de ces cas de dépression, mais c'est un peu difficile parfois de discerner le caractère dépressif et le caractère de quelqu'un qui est simplement de mauvaise humeur. Effectivement, effectivement. En la matière, il est bon de distinguer ce qu'on appelle un état dépressif normal et puis la dépression en elle-même véritablement. Quand on parle de caractère dépressif normal, une personne par exemple qui vient à peine de perdre son emploi peut traverser une situation temporaire de tristesse. Voilà. Donc pour une telle personne, on ne parlera pas de dépression. Voilà, c'est une situation temporaire qui est appelée à disparaître. Mais lorsque la situation est continue sur une longue période, dès cet instant-là, nous sommes dans une situation de dépression. En tout cas, c'est l'un des signes majeurs. Voilà, de la dépression. Alina, c'est vrai qu'on parle de dépression. Le constat, il est un peu amer, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, évidemment, qui versent dans ça, dans la dépression. Nathan l'a souligné, le pire, c'est-à-dire que la finalité même, on a envie de dire, de cette dépression, beaucoup versent parfois dans le suicide. Que faut-il faire concrètement aujourd'hui pour essayer justement d'éviter ça, de réduire un petit peu ce taux de pourcentage de suicide chez les jeunes dépressifs? Je pense qu'il faut d'abord détecter. Il faut détecter déjà que là, la personne passe, comme il le disait, par
il y a un terme, c'est trouble dépressif généralisé. Donc, il faut détecter que là, ce n'est pas juste un moment passager, ce n'est pas juste une tristesse ou une peine légère. Oui, mais comment détecter ça? Que faut-il faire? C'est vrai que c'est là, il y a des signaux, mais comment détecter ces signes-là? En observant la personne, en observant son entourage, on sait que lui, c'est quelqu'un de très joyeux, c'est quelqu'un de très extravagant, mais du jour au lendemain, ça change. Ouais, quelqu'un de très sociable et puis Voilà. Derrière, il y a le comportement qui change. Ouais. Ça change et ça perdure dans le temps. Donc, il faut déjà savoir que là, il y a quelque chose qui ne va pas et se rapprocher. En se rapprochant, on discute, on essaye de voir, mais quelle est l'origine même de son mal-être? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Pour essayer de comprendre un peu et d'aider la personne par rapport à ça. Nathan, encore ce qui est très difficile lorsqu'on est dans cette situation-là, lorsqu'on est un peu dépressif, c'est que parfois on ne le sait même pas nous-mêmes qu'on est dans cet état-là. Et c'est parfois à la fin, en sortant, lorsqu'on retrouve un peu le sourire, qu'on se rend compte que mais j'étais vraiment dans un état très compliqué. Donc c'est un peu difficile parfois aussi intérieurement de savoir qu'on va pas bien, ou tout simplement. Il faut relever, comme tu l'as dit, que le plus difficile, c'est que la personne dépressive, généralement, ne se rend pas compte de sa dépression. C'est que la personne qui est dans cet état-là, parfois ne comprend pas son propre état, se dit ça va passer. Et ce que Brice a pu souligner, c'est fondamental. Ça peut venir d'une situation, mais le problème, c'est le temps. Si la situation est ponctuelle, ça peut faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, au trop. Mais quand ça dépasse plusieurs mois déjà, la personne est déjà dans un état dépressif, comme elle disait, généralisé, ou une dépression aiguë. Et là, à ce moment, il faut déjà détecter des signes. Et le plus difficile, comme on disait tout à l'heure, c'est que ça peut être des signes vraiment ponctuels et ça peut être des signes sur une longue durée. Mais il faut connaître la personne. C'est pour cela que les signes de dépression, c'est d'abord aussi ton entourage qui les détecte chez toi. Parce que toi-même, tu peux vraiment être à l'ouest et ne pas savoir que là, je vais mal. C'est parfois au sortir de là ou après un choc brutal que tu te rends compte que qu'est-ce que je suis en train de faire. Et quand on se rend compte que j'étais évidemment dans cet état de dépression, il y a un phénomène, on va le dire ainsi, c'est que sur le continent, du moins dans certains pays africains, on n'a pas cette culture d'aller consulter un psychologue. Déjà, sur le continent, lorsque tu dis à quelqu'un « je vais consulter un psychologue », on te traite un peu de malade mental parce qu'il y a une confusion entre le psychologue et le psychiatre. Donc, en fait, comment aujourd'hui emmener justement, Brice, ces personnes-là à les consulter lorsqu'évidemment ils se sentent dans cette situation dépressive? Je pense que, eu égard au caractère assez sensible de la dépression, il est important de pouvoir traiter si effectivement nous sommes dans cette situation-là le plus rapidement possible. Et en la matière, c'est vrai, nos proches, notre famille peut être utile, mais avec le niveau que cela prend, souvent il faut regarder avec les spécialistes. Ouais. Et par rapport aux spécialistes, bien sûr, il y a différentes manières de traiter le problème. Comme Alina l'a dit tout à l'heure, en fonction de la source du problème, le traitement s'aligne. Voilà. Un problème de stress ou bien de dépression peut provenir simplement du déséquilibre qui peut exister en termes hormonaux au niveau du cerveau. Dans une telle situation, on ne parlera pas, par exemple, de problèmes émotionnels forcément. Là, il faut, par exemple, des antidépresseurs. Voilà. Et il faut d'abord parler avec des psychologues, des spécialistes en la matière. Il est important que les jeunes en Afrique, en général, n'est-ce pas, puissent avoir cette culture-là. Parce que les conséquences sont assez graves. Je regardais récemment une émission dans laquelle un rapport a été donné, un rapport de l'OMS, où il est dit que 800 000 personnes par an meurent à cause de la dépression. Donc les chiffres sont quand même assez alarmants. Donc il faut prendre la chose à bras le corps. Et d'ailleurs, même quand on parle de dépression chez les jeunes, toujours dans ce rapport de l'OMS, on est à 17% des jeunes, évidemment. Je trouve que c'est déjà énorme et c'est assez grave, déjà c'est assez alarmant comme pourcentage. On va rester sur ce point en ce qui concerne évidemment la consultation, cette faculté à aller consulter le psychologue. Il y a encore, on va dire,
un argument utilisé par beaucoup de nos frères et sœurs sur le continent, parce qu'on se dit, aller consulter un psychologue, ça coûte cher, parce qu'on estime qu'on va avoir un psychologue uniquement pour parler, parce que c'est beaucoup défini ça comme ça, parce qu'on estime que le psychologue, c'est le frère, c'est la mère, c'est le cousin, ou la copine. Or, la copine, c'est l'entourage de manière générale. Or, Alina, la copine, comme notre ami Brice l'a dit, n'a pas les mêmes compétences qu'un psychologue. Donc, il faut y aller consulter. Il faut aller consulter le psychologue. Oui, je pense que pour faciliter la compréhension des gens, il vaut mieux vulgariser ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de nos habitudes en tant qu'Africains. Donc, il faut vulgariser cette pratique-là de dire, c'est pas sorcier d'aller voir un psychologue. Il faut le vulgariser dans les lycées, dans les collèges. Il faut qu'il y ait de plus en plus de psychologues publics. Oui. Parce qu'on sort vite l'argument de l'argent. C'est au privé en fait. Donc il faut que l'État essaye de former de plus en plus de spécialistes qui pourront aider. C'est vrai qu'il y a l'aide sociale, mais c'est pas assez, ça parle pas assez. Donc il faut vraiment vulgariser ça pour permettre aux gens de comprendre que ce n'est pas un problème. Si tu vas voir quelqu'un, tu lui expliques que là, je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps, je ne sais pas ce qui se passe dans ma pensée, mais il faut que je trouve de l'aide. Donc vraiment, il faut qu'on travaille dessus. Exactement. Et Brice, par rapport à ça aussi, pour rebondir sur l'argument de notre amie Alina, c'est en fait, s'il fallait aller dans le sens de détecter le problème très tôt, parce que là on est toujours dans le cas des jeunes, à l'école ou à l'université, est-ce que justement la solution, c'est pas ce qu'elle vient de dire, c'est de pouvoir installer un psychologue dans chaque établissement? C'est pas un phénomène qu'on retrouve malheureusement ici dans les établissements. Est-ce que c'est là la solution aussi quelque part? Je pense que cette alternative, elle est à saluer, parce que comme vous venez de le signaler, la dépression connaît un processus. Au départ, la chose est mineure. Voilà, elle est mineure, mais après, on atteint des phases aiguës, là où ça devient un peu difficile à gérer. Voilà. Et donc, il est important, où les jeunes se rassemblent à l'école, partout dans les endroits d'ordre public, qu'il y ait des spécialistes pour accompagner les jeunes, pour les aider à se connaître mieux. Parce qu'une situation peut venir et parce qu'on n'a pas toujours la bonne connaissance des choses, on peut prendre des décisions non éclairées. Alors que le spécialiste est là pour nous donner la voie à suivre. Et avec ça, on arrive à mieux se connaître, à mieux gérer nos pressions. Donc il est important de vulgariser, d'éduquer pour que le pire en fait ne puisse pas arriver. Éduquer pour que le pire ne puisse pas arriver. Alors s'il fallait éduquer, Nathan, c'est éduquer aussi cette société parce que le regard de la société, parfois cette pression de la société pousse parfois certaines personnes à se retrouver dans ces cas de dépression et aller au pire, donc le suicide en l'occurrence. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, l'alternative, ce n'est pas d'éduquer aussi cette société-là, gérer cette pression de la société? Ce que tu dis est fondamental parce qu'en général, les crises de dépression naissent de la pression sociétale. La pression de je n'ai pas un emploi, je ne suis pas marié, j'ai un certain âge, surtout pour les jeunes, j'ai un certain âge, on a l'impression d'être un bon à rien. Et ça, c'est un danger parce que c'est le regard de la société qui nous plonge dans une certaine crise, dans une certaine pression. Et cette pression sociale vient dans notre esprit et elle s'installe. On se dit, bon, si jusqu'à un certain âge, je n'ai pas encore mes diplômes, si jusqu'à un certain âge, je ne travaille pas encore, je vis encore chez les parents. Je ne fais vraiment rien de ma vie. Et si on ne sensibilise pas les gens pour dire, par exemple, à l'époque, on le disait et on avait l'impression de blaguer en disant que l'école n'est pas le seul moyen de réussir, c'est quelque chose qui peut apaiser quelqu'un. Parce que quelqu'un qui n'a pas la capacité intellectuelle de réussir à l'école, si vous lui faites croire qu'il n'y a que l'école pour réussir, cette personne va rester à un niveau où elle ne fera rien de sa vie parce qu'elle se dit qu'il n'y a que l'école. Je n'ai pas eu de master, je n'ai pas eu de licence, je ne pourrai rien produire de ma vie. Et à partir de ce moment, un mécanisme se déclenche, comme disait Brice, et ça, c'est mineur d'abord, mais ça prend de l'ampleur jusqu'à ce que ça devienne aigu et on arrive généralement au pire. Il y a aussi les cas de mariage, les mariages qui n'ont pas réussi, les femmes battues dans les maisons. Il y a beaucoup de situations qui accentue ce phénomène-là. Mais si on ne sort pas pour sensibiliser, des sensibilisations de masse, c'est-à-dire qu'on utilise les moyens, les médias les plus vulgarisés
pour parler de ce problème-là, je pense que les gens vont rester quand même dans Oui, parce que quand, en parlant de médias, Alina, on va s'intéresser notamment au web, c'est qu'aujourd'hui, on a des coachs. Hein, il y a des gens qui s'improvisent coach en développement personnel ou coach de vie, mais même ces coachs, jamais ils ne mettent le doigt sur les cas de dépression. C'est toujours les problèmes de couple, les problèmes de ceci, d'argent et tout le reste. Exactement. Pourquoi aujourd'hui, Alina, on a l'impression que ce point aussi crucial, comme la dépression, n'est pas abordé par ces gens qui sont censés justement influencer certaines personnes? Je pense que c'est parce que c'est pas vendeur. C'est pas vendeur pour un coach de venir et commencer à parler pour aider les gens réellement à avancer. Moi, je trouve que ces coachs-là n'apportent aucune valeur ajoutée aux personnes. Elles viennent, pour les dames, elles sont bien habillées, maquillées et tout. Elles font une photo, après elles mettent une citation. Et les gens sont là, ils se disent que voilà, le coach a parlé. Mais ça n'apporte rien à ta vie, ça ne change rien à ta vie. Donc, eux, ils ne vont pas venir pour te dire, quand tu as ce mal-être-là, voici comment te comporter, voici comment sortir de cela. Essaye de voir quelqu'un pour sortir de cette boucle-là, parce que vraiment, c'est dans la pensée. C'est quelque chose de récurrent. Tu te lèves le matin, tu dors, c'est dans ta pensée, tu n'arrives pas à sortir de cela. Ils ne vont pas venir dire ça aux gens, non, parce que ce n'est pas vendeur pour eux, ça ne rapporte rien sur Facebook, YouTube, Instagram, etc. Donc, ils n'ont pas l'intérêt à venir parler, en fait. Intérêt à venir parler, mon cher Brice. Alors, il y a un phénomène, hein, moi je qualifie ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des compatriotes, on a des étrangers ivoiriens, congolais, gabonais, des étudiants de manière générale qui meurent. Et lorsqu'on se rend compte que la cause principale même de ces décès, c'est des cas de dépression, pourquoi aujourd'hui, malgré la flopée de ces cas, de ces décès dus et liés à la dépression, on n'en parle pas? On a l'impression que c'est un point qu'on oublie. Pourquoi? Effectivement, c'est des cas isolés. C'est des cas isolés. L'Afrique a encore ce problème, malheureusement. On dirait qu'en Europe, la chose est encore plus entretenue, ça a plus d'importance. C'est vrai, l'exemple que vous prenez, l'exemple des étudiants par exemple qui vont dans d'autres pays pour faire des études, pour faire du commerce, des personnes d'ordre général. Et il y a ces personnes qui traversent des situations extrêmement difficiles, voilà, et qui n'ont pas en fait d'accompagnement, d'encadrement, et ils sont livrés à eux-mêmes. Malheureusement, ils traversent ces situations seuls, eux-mêmes, et sans aucune forme d'aide extérieure. On peut voir ainsi la mort après, des personnes qui se sont suicidées, et c'est quand même assez grave. Je pense qu'à ce niveau du débat, il est important de pouvoir encourager nos institutions, l'État, à mettre en place des structures d'accompagnement. Voilà. Au niveau des ambassades, par exemple, de sorte que lorsque l'étudiant quitte son pays et vient dans un autre pays pour étudier, qu'il puisse en fait avoir une autre famille. Il ne faudrait pas qu'il soit seul, parce qu'il vient vous passer au moins 4 ans, 5 ans d'années de formation. Il faudrait qu'il soit accompagné, qu'il sente une famille, tout un environnement autour de lui. Voilà. Et c'est vrai que Alina, c'est un point assez intéressant parce qu'en off, tu nous laissais entendre que ça a été très difficile pour toi quand tu es arrivé justement au Sénégal. Le temps d'adaptation, c'était très difficile et tu as peut-être, on va le dire, sans le savoir, traversé justement cette dépression-là. Certainement, certainement. C'était vraiment compliqué. Ça a été en 2 fois. Déjà, je suis arrivée. Tu as des amis ici, tu as de la famille ici, mais vous sortez. Mais après, tu rentres chez toi. Après, tu es seul, en fait. Tu es seul avec tes pensées. Ils ne peuvent pas être là. Vous allez sortir, on va te faire découvrir la ville, etc. Mais dans cet état de dépression, c'était quoi, justement, ces pensées? Ça se résumait à quoi? Le fait de repartir chez toi Je ne suis pas à l'aise ici. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venue ici? Il y avait la famille qui te manque, les amis. Et après, la deuxième phase, c'est quand je suis arrivée en classe. La majorité, c'était des gens avec qui on ne communiquait pas assez. Et donc, j'étais encore comme extérieure à ce monde-là. Je venais à l'école avec des écouteurs, je restais avec mon téléphone, je finis les 3 heures de cours, je rentre à la maison. Je parle avec personne. Et ça a accentué ce sentiment-là en moi de dépression, de solitude. Voilà. Et donc, il faut vraiment avoir des gens qui vont te tenir par la main pour te dire que arrête, en fait. Et ça a été le cas pour toi? Je veux dire, tu t'es fait accompagner? Oui, il y a eu derrière des personnes derrière toi? J'ai rencontré une personne à l'école qui... C'est comme si tu étais quelque part et après tu te réveilles que... Mais
qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi je pensais comme ça? Pourquoi? Mais bon, après, j'ai compris et maintenant ça va. Et quand je vois les gens qui viennent d'arriver, j'essaye de parler avec la personne pour dire, tu vas te sentir mal au début. Te sentir seul, ouais, exactement. Voilà, Ouais. mais il ne faut pas rester là-dedans, il ne faut pas continuer à te dire, il faut que je rentre chez moi, non, ici c'est pas bien, comme ça vraiment. Il faut parler avec les gens. Mais c'est vrai, Nathan, le taux d'adaptation aussi, ça compte beaucoup hein, dans ces cas de dépression. C'est que si on s'adapte vite, on peut très vite aussi, on va dire, éviter ce cas de dépression. Oui, c'est ça, il faut être capable de s'adapter. Et comme Alina a su le dire, il ne faut pas rester seul. C'est-à-dire, quand on dit rester seul, ce n'est pas se faire accompagner des autres, mais il ne faudrait pas que dans ton esprit, tu sois seul. Parce que tu peux être avec du monde et te sentir seul. Oui. C'est quelque chose, voilà pourquoi les gens qui se suicident, on dit, bon, hier, il riait avec nous. Nous étions ensemble, on était en boîte ensemble, mais comment le matin la personne a pris des Oui, parce que c'est souvent ça, c'est que quand tu es avec une personne, il y a le sourire, jovial, et tout se passe bien. Oui. Et puis quelques heures après, on te dit, bah non, cette personne n'est plus de ce monde. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible? Il y a 2 heures, on était ensemble. Bah, c'est ce choc-là. Et voilà pourquoi il faut, Alina a su le dire, il faut quelqu'un pour vous accompagner. On n'a pas forcément besoin de grand nombre de personnes. Il faudrait quelqu'un qui comprenne qui vous êtes, parce que le travail sur la personne, c'est ça. Il faut comprendre qui est la personne. Il faut comprendre quelles sont les sources de son mal-être. Quelles sont les sources et trouver des solutions. Et des solutions, ce n'est pas dire, par exemple, qu'on va régler le problème ponctuel, on va le régler comme ça. Non, c'est régler le problème de la personne. Qu'est-ce qui manque? C'est de l'estime de soi, c'est se sentir un peu plus important, parce qu'il y a des gens qui veulent se sentir importants. Il y a des gens qui veulent se sentir aimés. Il y a des gens qui veulent se sentir entourés. Les problèmes varient. Et la question aussi des communautés est très importante. Nous avons des associations, des mouvements, des groupes, mais il faudrait que ces groupes-là jouent bien leur rôle. Ce n'est pas seulement pour faire des fêtes, pour faire des sorties. Il y a aussi cet accompagnement-là des gens qui viennent. Quand une nouvelle personne vient en classe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse la personne dans son coin? Quand une nouvelle personne arrive, par exemple, dans le quartier, là c'est chez les Occidentaux, ils le font bien. Il y a ce qu'on appelle les règles de bon voisinage. Vous allez saluer parce que ça aide vraiment à sortir de... Oui, voilà, le temps qu'on parlait de l'adaptation, de se sentir bien dans sa peau et éviter justement de se retrouver seul avec ces cas en étant dans ce cas de dépression. Brice, on parle de la société. Ça a été un point soulevé par notre ami Nathan quand il parlait évidemment du regard de la société, cette pression sociétale. L'ONU nous laisse entendre également que les cas de dépression en général sont déclenchés par la famille. C'est qu'à l'intérieur de la famille aussi parfois à l'origine de ces cas de dépression. Vous partagez cette déclaration? Je suis parfaitement d'accord avec cette déclaration. Effectivement, l'un des facteurs qui explique la dépression, c'est le cadre familial. Voilà, un enfant qui a grandi dans une famille qui s'est divisée, où le père et la mère ont divorcé, se sont séparés. Un enfant qui a grandi en voyant régulièrement des faits de violence, voilà, dans le cadre familial. Il grandit, il garde cette image dans son esprit. Ouais. Et arrivé un moment, en fait, il vient comme un choc. Et ce choc-là vraiment peut créer une rupture et un changement carrément important dans son esprit et dans sa manière de voir les choses. Et cela peut entraîner, bien sûr, la dépression. Donc, je pense que le volet familial est un volet très important. Voilà, il faut pouvoir assurer déjà à ce niveau-là tout l'amour, toute l'affection, toute la fraternité qu'il faut, la solidarité qu'il faut, afin que l'individu ne se sente pas seul et qu'il ne puisse pas vivre des situations qui puissent marquer son esprit. C'est vrai aussi, c'est un point qu'on oublie souvent, Nathan, c'est que la dépression, parfois c'est la famille, hein, derrière aussi qui pousse un peu et qui essaie de vraiment te pousser dans cette zone-là. On a parlé d'un cas, je vais te laisser rebondir sur le point de notre ami Brice, mais je reste avec toi, Nathan. On a parlé justement le fait de vulgariser. C'est d'ailleurs sorti de ta bouche quand tu parlais de vulgariser, de vraiment emmener des gens à comprendre que c'est un point assez essentiel sur lequel on doit
s'arrêter en ce qui concerne la dépression. Tu es dans cette logique-là parce que tu organises une rencontre justement axée sur ça, où tu vas échanger avec toutes les communautés pour justement mettre en lumière un petit peu ce point noir qui gâche parfois et beaucoup, on va le dire ainsi, le séjour des étudiants en sol sénégalais. Oui, et c'est ça un peu la question principale de cet événement que nous organisons, c'est dépression, crise d'angoisse, réalité qu'on ignore. C'est la question que l'on se pose, la question centrale même de l'événement. Et nous allons rendre ça vulgaire. Pourquoi? Parce que nous voulons que toutes les communautés se réunissent autour de cette question-là, parce que c'est une question qui concerne tout le monde. Ce n'est pas pour les Ivoiriens, ce n'est pas pour les Sénégalais, ce n'est pas pour les Gabonais, pour les Congolais, c'est vraiment tout le monde. Si tu es un être humain, la dépression est proche de toi. Et j'ai envie de dire, et d'accompagner Brice dans ce qu'il disait, si on a raté dans le socle familial, le danger est très grave. Parce que pour arriver à être équilibré, après avoir manqué l'équilibre dans sa famille, il faut être un surhomme. Oui. Et c'est vraiment être un surhomme pour réussir ça. Parce que si le socle familial est une mauvaise base, vous avez connu seulement que des termes de négligence, des termes de désamour. Si vous avez connu dans votre famille la manipulation, des choses horribles, vous ne pouvez pas être une personne meilleure après ça. Sauf si vous travaillez sur vous-même ou que vous trouvez une famille de substitution. Quand on a une famille de substitution, c'est un groupe de pères, ouais. C'est l'école, c'est l'église, c'est la mosquée. Vous trouvez d'autres personnes qui vont vous revaloriser. À partir de ce moment, vous pouvez peut-être sortir de là, mais la famille, c'est fondamental. Et c'est souvent de là où viennent les grands problèmes. La famille, c'est fondamental, Alina. Je pense que ça a été le cas pour vous également. Lorsque c'était un peu compliqué, il fallait tout le temps parler avec maman au téléphone, avec papa. Je veux dire, ces actes vous ont beaucoup aidé à sortir de cette zone noire qui est la dépression. Oui, vraiment parler avec les parents à chaque fois, les frères, les sœurs. Ils vont en fait, ça va te paraître comme si ce que tu vivais, en fait, n'avait pas lieu d'être. Parce qu'ils vont te rappeler à chaque fois que tu t'es juste déplacé. Tu n'as pas laissé ce que tu es, mais tu t'es juste déplacé. Donc, tu n'as pas à te mettre dans la tête, ou dans ta pensée que voilà, ta vie... En tout cas, ils vous ont aidé à développer, comme on appelle, l'estime de soi. Voilà. Et en parlant d'estime de soi, on marque une courte pause. On se retrouve en deuxième partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous pencher sur une thématique en lien évidemment avec la première, en parlant de l'estime de soi. Brice, comment on arrive justement à ce niveau-là, à développer l'estime de soi? L'estime de soi, c'est une réalité importante, et j'aime à le dire que c'est tellement important qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes devraient s'intéresser davantage, surtout les personnes qui n'arrivent pas à gérer certains aspects qui sont liés à leur manière de voir le monde, de se voir eux-mêmes, et qui tombent souvent dans des situations un peu plus chaotiques. L'estime de soi, c'est tellement important qu'aujourd'hui, il y a des personnes encore, j'ai envie de citer cela, lorsque vous vous réveillez chaque matin, vous êtes entouré d'un ensemble en fait, d'informations que vous n'arrivez pas forcément en fait, à capitaliser, à gérer. Exactement. Et cela peut détruire votre estime de soi. Je pense que tout doit commencer par la confiance qu'on a de soi-même, par l'acceptation qu'on a de soi-même. Voilà, parce que autant que nous sommes individuels et nous sommes spécifiques. On ne peut pas ressembler à Alina, on ne peut pas ressembler forcément à Nathan. Et donc, il faut être conscient et accepter sa spécificité et essayer de travailler pour s'améliorer personnellement par rapport à ce qu'on veut devenir, par rapport à ce qu'on veut faire. Exactement. Et Nathan, Brice a souligné un point évidemment qu'il faut tout de suite marquer la différence déjà entre l'estime de soi et avoir confiance en soi. Et la différence se situe où exactement? Quand on dit estime de soi, confiance en soi, la différence, c'est qu'avoir de l'estime de soi, c'est savoir qui nous sommes, savoir quels sont nos potentiels, quelles sont nos limites aussi, et les considérer chacune. Vous devenez comme un appareil Apple. C'est quoi la particularité des appareils Apple, par exemple? C'est que vous avez la capacité de gérer des informations de manière individuelle. Je suis un bon orateur, j'ai peut-être des faiblesses en mathématiques, il faut que je prenne conscience de cela. Et ça, c'est l'estime de soi. Ensuite, vous passez à un niveau de confiance en soi, vous affirmez qui vous êtes.
vous prenez le courage de faire ce que vous devez faire quand vous devez le faire et de la manière avec laquelle vous devez le faire, par exemple. D'accord. Estime de soi, Alina, c'est évidemment la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Brice parlait tout à l'heure de fait d'accepter que nous soyons uniques quand on parle de l'estime de soi. Et quand on parle en général d'absence d'estime de soi, cela sous-entend quoi? Que on se laisse facilement influencer par les regards, par les jugements des autres? C'est lorsqu'on accepte facilement ce que les gens disent de nous, on se fie à ce qu'ils disent pour déterminer qui nous sommes. Et c'est flagrant de nos jours en fait, surtout avec les réseaux sociaux. C'est comme si on était dans une ère où on veut qu'on soit tous uniformes. Exactement, oui. Qu'on ait tous le même caractère, la même manière de penser, la même manière de faire les choses. Oui, parce qu'il y a des adeptes de la pensée unique. Hein. Donc, en général, on veut tous nous rassembler dans le même moule. Mais chacun est unique à sa manière, chacun est unique dans sa manière de faire, dans sa manière de penser. On peut faire la même chose de manière différente et arriver au même résultat. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la manière dont je fais la chose, la façon dont je suis, dont je me comporte. Mais aujourd'hui, on veut tous nous faire entrer dans un même moule. Toutes les jeunes filles doivent être comme ça. Tous les jeunes hommes doivent être comme ça. Et beaucoup se perdent à l'intérieur. Ils perdent leur repère, ils perdent qui ils sont eux-mêmes. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est bien, Alina, d'avoir souligné ce point. Brice, je me retourne vers toi quand elle parlait de perdre évidemment ses repères. Parce que quand on dit avoir de l'estime de soi, de l'assurance quelque part, c'est aussi, on va dire, retrouver, c'est valoriser l'identité, son identité. Parce que si on n'a pas l'estime de soi, on perd son identité. Vous êtes dans cette logique-là également? Absolument, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, le monde est dans une situation de crise de l'identité. Voilà. Et c'est vraiment accentué avec les réseaux sociaux. Vous pouvez voir une personne qui montre carrément un tout autre visage, une toute autre image grâce aux réseaux sociaux. Mais alors qu'à la réalité, c'est aussi carrément autre chose. Et les réseaux sociaux ont accentué ce phénomène-là et c'est un fléau qui gangrène même la jeunesse aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a des jeunes qui veulent vivre parfois au-dessus de leurs moyens parce que, bon, ils ont vu une star, entre guillemets, influenceuse qui s'habille bien, et qui a des belles voitures, que voilà. Donc, lui, il va se dire, OK, je vais ressembler à cette personne. Or, parfois, on n'a pas les moyens de cette politique-là. Et derrière, on verse dans parfois des cas de dépression et tout le reste. Effectivement. Donc, non seulement tu perds tes repères, mais également, tu passes à côté du vrai bonheur. Parce que le vrai bonheur, on ne le vit que lorsqu'on s'accepte soi-même, on est conscient de ses limites, de ses capacités, et on essaie, en fait, si on a des objectifs, on essaie de travailler sur ces objectifs afin d'être la meilleure version de nous-mêmes. Mais vivre sur, calquer sur un personnage, une personne même qu'on ne connaît pas forcément, et c'est dangereux, effectivement, c'est dangereux. Et donc, je pense qu'il est important aujourd'hui que chacun puisse s'estimer soi-même tel qu'il est, avoir une meilleure perception de lui-même et vivre sa vie pour être dans le bonheur véritable. Vivre sa vie, Nathan. Il y a un artiste aussi également qu'on a tous écouté, évidemment qui n'est plus de ce monde, Bob Marley. Bob Marley disait, je cite, l'estime de soi ne pourra jamais être soignée par le paraître, qui est un sentiment noir et un poison qui, évidemment, ruine le cœur, l'esprit. Il faut partager cette belle pensée de Bob Marley parce que, comme on l'a dit, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'on soigne l'estime de soi avec le paraître. C'est très dangereux et ce qu'il dit est fondamental. Le paraître, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Je mets des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité quotidienne, qui n'ont rien à voir avec qui je suis. C'est ce que je mets sur les réseaux sociaux que je vends aux autres. Et à partir du moment où on devient influenceur, on vend cette image-là aux gens. Ils se retrouvent dans un mimétisme, ils veulent ressembler à quelque chose qui n'existe même pas parce que c'est moi-même j'ai inventé ça. J'ai inventé ça et donc j'ai vendu ça à des gens qui veulent copier quelque chose qui a été inventé. Évidemment, les vies deviennent des vies fictives et tout le monde, les gens versent dans des moules de prêts, d'endettement. Des gens sont dans des moules de dépression parce qu'après, tu as des dettes morales, tu as des dettes financières, tu as des dettes comportementales même parce qu'après, tu deviens toute autre personne parce que tu veux ressembler à un influenceur que tu auras vu quelque part. Tu veux porter quelque chose que tu as vu quelque part. Tu veux avoir le téléphone que tu as vu quelque part. Je vis des personnes avoir des iPhone 11, des iPhone 12, mais devoir à l'école.
tu dois à l'école de l'argent, mais tu as un iPhone 11. C'est illogique et irrationnel. Pourquoi? Parce que tu as vu que c'est en vogue sur les réseaux d'avoir un iPhone, de faire des photos sur un miroir. Et ça prouve aussi un manque non seulement d'estime de soi, mais d'intelligence aussi, d'intelligence naturelle, je vais dire simplement. C'est lié, mon cher Brice, l'intelligence, l'absence d'intelligence et l'estime, le manque d'estime de soi. Oui, effectivement, on peut voir la chose de cette manière, parce que tout commence par la conscience qu'on a de soi-même, de ses réalités, de ses capacités, de ses potentialités. Voilà, donc dès l'instant où tu sais que tu vis avec un certain niveau de moyens, il faudrait pouvoir calquer cela à ta vie de chaque jour. Et donc ça, c'est très important. Mais bien sûr, après, ça va au-delà. Parce que l'estime de soi, souvent des personnes ne s'estiment pas elles-mêmes, tout simplement parce qu'elles ont vécu des situations qui ont laissé une marque indélébile dans leur vie. Et donc ces personnes-là ont un tout autre problème, pas seulement d'intelligence, mais un problème peut-être d'ordre psychique ou bien psychologique en fait. Exactement. Alina, on a parlé tout à l'heure, Nathan et Brice parlaient de travailler l'estime de soi. Tu l'as souligné également, mais comment ça se travaille? Je veux dire, est-ce qu'il y a des exercices à faire lorsqu'on est seul? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour travailler cette estime de soi? Bon, moi, je vais prendre pour mon cas. Oui, allez-y, on est preneurs, nous. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, je ne savais pas... Enfin, je ne m'appréciais pas. Réellement, je ne m'appréciais pas. Et donc, il a fallu que je sache que voici ce que je sais faire, ce que je fais bien, ce que je n'arrive pas à faire, me concentrer sur ce que je fais bien. Il a fallu que je sache, ça c'est ma personnalité, je ne suis pas comme telle. J'apprécie comment ma sœur est, j'apprécie comment elle fait les choses, mais je ne suis pas elle. Donc il a fallu que je sache ça, que je travaille dessus vraiment pour me dire, parce que ce sont des pensées, ça, vraiment c'est toujours dans la pensée. Tu n'as pas fait comme elle, tu t'es pas habillé comme elle. Exactement. Donc il a fallu que je me dise, aujourd'hui je ne me suis pas habillée comme elle, ok, je veux porter ça, j'aime ça, ça me correspond, je fais donc. Donc la comparaison, un élément, on va dire, un facteur multiplicateur de ces gestes de l'estime de soi. Ça, la comparaison, c'est toujours la cause même. Comme j'ai dit, on veut nous mouler. Aujourd'hui, on regarde, il y a un standard, un type de personne. On veut que tout le monde ressemble à ça. Et toi, tu vas voir que bon, le standard qu'on me présente, c'est une fille grande, avec des formes. Moi, je suis courte, je suis menue. Et tu vas commencer à avoir des complexes, développer des choses dans ta tête et finalement, tu ne vas pas t'aimer, tu vas perdre l'estime de toi-même et vouloir calquer ça. Donc, c'est vraiment la comparaison, c'est toujours le déclencheur en fait de la perte d'estime de soi. D'accord. Évidemment, Nathan, on l'a souligné également. Hein. Alors, on l'a mis entre guillemets, mais il y en a quand même. Hein, ces coachs en développement personnel qui sont certifiés, qui savent évidemment ce pourquoi ils sont là et qui savent aussi comment orienter une personne. Est-ce qu'aujourd'hui, ces coachs en développement personnel sont considérés comme les médecins justement de l'estime de soi? Oui. Chacun pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Et il ne faut pas confondre les coachs en développement personnel ou des coachs de vie, comme on les appelle, et aussi certains pseudo-influenceurs. Il ne faudrait pas vite confondre ça. Un coach en développement personnel est une personne qui a étudié le comportement, qui a étudié un peu la société aussi, qui a fait un peu de psychologie aussi, et qui est capable de diriger les gens, de montrer des voies. Mais un coach en développement personnel ne peut pas te montrer la voie, parce qu'il y a plusieurs voies, il y a plusieurs issues. Il n'y a pas qu'une seule issue, il n'y a pas un modèle type pour la vie. Il n'y a pas une expérience type à vivre pour arriver au bonheur. Et ce que Brice disait de manière fondamentale, c'est qu'il faut être capable de considérer les potentiels que j'ai, les capacités financières que j'ai, les capacités émotionnelles que j'ai pour m'arrimer au genre de vie que je mérite, au genre de vie que je peux vivre pour prétendre ou parvenir au bonheur, parce que la finalité de ce que nous faisons, c'est d'avoir le bonheur. Exactement. Mais tu ne peux pas avoir le bonheur si tu essaies de ressembler à quelqu'un qui a les moyens de vivre la vie qu'il vit. Ce serait très compliqué pour toi. On va rester sur les statistiques, oui, parce que les amis, on allait creuser pour évidemment avoir une très belle émission en ce qui concerne Génération News, mais c'est vraiment essayer d'apporter le maximum d'informations. Et donc selon une enquête réalisée par une start-up en lien qui travaille évidemment avec l'ONU en France,
France, le licenciement, en tout cas le taux de licenciement serait justement lié à l'estime de soi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent travailler, mais qui ne sont pas sûrs d'eux et qui ne sont pas productifs, on a envie de dire. Donc c'est assez grave, mon cher Brice, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'estime de soi, on a parlé sur le plan physique, mais sur le plan personnel et professionnel, l'impact est réel. Cela dénote en fait de toute l'importance de l'estime de soi. Voilà, ce n'est pas seulement une question individuelle, mais lorsque nous rentrons dans le monde professionnel, l'estime de soi a également sa place. Effectivement, il y a des personnes, et nous les côtoyons tous les jours à l'école, lorsque nous passons dans les rues, des personnes qui ont un problème véritable et profond d'estime de soi. Parce qu'ils sont toujours en quête de comparaison, de compétition. Voilà, et ça pose problème. Et ces chiffres qui montrent que les licenciements deviennent de plus en plus importants, c'est carrément en fait la situation que nous vivons chaque jour. Voilà, parce qu'une personne qui doit être en charge d'une fonction au sein d'une entreprise doit être capable de pouvoir assumer ces réalités-là. Oui. Voilà, et on dit cela tous les jours, le monde professionnel ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Ce n'est pas comme je suis à la maison, je peux me permettre de faire ce que je veux. Mais dans le monde professionnel, il faut atteindre des résultats. Et cela s'accompagne en fait de ta propre capacité en fait à te considérer et à te voir comme étant capable d'assumer la fonction. Oui, parce que des fois, quand tu prends une fonction et que ton prédécesseur a fait mieux que toi, tu as déjà une pression. Et puis à un moment, tu te dis, bon, s'il a fait mieux, je ne suis pas capable de. Et à partir de ce moment où on a cette absence d'estime de soi, on passe à côté de plein de choses, comme Brice vient de le dire. Effectivement, effectivement. Et ça, on le voit tout de suite, c'est encore le problème de la comparaison. Voilà, je ne suis pas Nathan. Nathan a ses capacités. Nathan a suivi un circuit de formation. Et lorsque je viens maintenant pour occuper le poste que Nathan a occupé autrefois, je dois savoir que je viens pour apporter ma touche spéciale. Exactement. Voilà, donc je viens apporter quelque chose que lui n'a pas été capable de faire forcément. Et donc je viens et je considère la tâche comme étant une tâche qui est possible à réaliser. Mais je l'approche selon ma manière de voir, selon les directives que je reçois de mon supérieur. Et donc cela peut permettre, n'est-ce pas, d'éviter ces cas de licenciement-là. Et comme on peut toujours le remarquer, l'estime de soi, c'est quelque chose qui se travaille. Ça se travaille et c'est évolutif, en fait. On peut avoir des problèmes au départ, mais ce n'est pas, en fait, comment dire, une fatalité. Voilà, on peut s'améliorer. Et c'est la clé, en fait. Alina, au vu du bel argumentaire de notre ami Brice, est-ce que, si on résume l'argumentaire de notre ami, imitation égale limitation? Exactement. C'est parfaitement dit, en fait. À chaque fois que tu vas vouloir ou quelqu'un va vouloir imiter une autre personne, elle va se limiter elle-même. Elle va s'empêcher de déployer réellement son potentiel. Parce qu'en voulant faire comme lui, tu ne pourras pas faire avec ta touche à toi, de manière encore plus belle. Tu ne pourras pas le faire. Mais c'est surtout que le fait aussi d'apporter son originalité, c'est beau. Je veux dire, voilà, la différence, en général, ça attire. Quand on est différent de telle personne, c'est plutôt une belle chose. Mais encore une fois, on veut ressembler à. On veut faire comme. Et c'est ce qui est regrettable aujourd'hui, en fait. Il faut vraiment que les gens apprennent à se dire « Je suis moi, je sais faire ça de cette manière-là, donc je vais la faire. » C'est pas parce qu'il a réussi, par exemple, on est dans le cas de l'entreprise, il est directeur commercial, il a réussi à faire des ventes de 5 millions, en allant voir tel client, moi aussi je vais aller. Non, tu peux trouver une autre stratégie d'arriver à ce résultat et même de le dépasser. Même, voilà. Ouais. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à travailler là-dessus. Comme il a dit, c'est un travail. Il faut que les gens travaillent, mais généralement on est paresseux, on ne veut pas travailler et... Non, parce qu'on se contente de fois de ce qu'on a, et puis on se dit, bon, je ne vais pas dépenser de l'argent, comme on l'a souligné en première partie, pour aller voir un psychologue. Nathan, est-ce que ça va être possible aujourd'hui? C'est vrai qu'on parle de ce travail, c'est important de le dire, on le dit, hein, il faut travailler justement l'estime de soi, mais est-ce qu'avec l'influence aussi de ce monde aujourd'hui capitaliste, le capitalisme, est-ce que ça va être facile de travailler cette estime de soi, Nathan? Le capitalisme, vraiment, c'est un gros poids pour nous tous. Mais j'ai l'habitude de dire, je l'écris souvent, qu'aujourd'hui, il n'est plus normal d'être normal. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être capable d'être différent
dans ce qu'on est, dans qui on est. Et aujourd'hui, si peut-être les gens ne travaillent pas sur un certain aspect de leur personne, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'utilité de le faire. Et peut-être que la pression capitaliste aussi est un tremplin. C'est peut-être un obstacle qui doit être un tremplin pour les gens. Parce que cette petite compétition, cette émulation qu'il y a, doit nous pousser à faire mieux. Mais il faut comprendre quelque chose. Le plus grand travail, c'est nous. Le plus grand problème, c'est nous d'abord. Si je réussis à travailler sur moi-même, je n'ai pas à travailler d'abord sur l'environnement. Si moi, je me suis fait, ou j'ai accepté d'apprendre, je vais finir par impacter mon environnement. Exactement. Et les personnes qui ont réussi dans ce domaine, ce sont des personnes qui ont réussi à travailler sur elles-mêmes pour impacter l'environnement. Et lorsque vous avez dépassé cette étape-là, vous n'êtes qu'une personne meilleure après, au final. Un gros travail, hein, Brice. Effectivement, le travail, je crois que c'est tellement important. Et dans toutes les différentes thématiques qu'on peut aborder, le travail a sa place. Et donc, par rapport à l'estime de soi, je pense qu'il est plus qu'important de pouvoir travailler sur soi. On ne peut pas être meilleur si on croise les bras. Voilà. Le monde est tellement aujourd'hui compétitif qu'on n'a pas en fait d'excuses. On a obligation d'apprendre, on a obligation de se former, on a obligation de travailler. Et si on veut améliorer notre estime de soi, qui pourra d'ailleurs nous ouvrir des portes dans différents domaines, il faut accepter dès aujourd'hui de travailler. Ouais, parce qu'en général, ce que les chefs d'entreprise aussi regardent, c'est l'assurance. L'assurance que tu portes, de se dire, c'est une personne sur qui je pourrais compter lorsqu'il y aura. Mais si on vient en entretien, on a peur, évidemment, ça peut être un stress positif, mais l'estime de soi, ça se remarque également. Si on estime que derrière, Alina n'est pas une femme imposante, une femme de confiance, ça passe à côté. Donc ça aussi, évidemment, ça se travaille. Mais l'estime de soi, est-ce que c'est plus facile de travailler chez une femme que chez un homme, par exemple ? Est-ce que la femme est beaucoup plus à l'aise à travailler sur elle-même qu'un homme? Parce qu'on a l'impression, c'est pas un jugement, on respecte évidemment la femme, on respecte énormément la femme sur Média, mais ce que je dis c'est parce qu'on a l'impression que la femme est beaucoup plus dans le paraître, c'est-à-dire qu'une femme va s'habiller pour plaire, ça c'est bien, mais c'est pas dans le but de travailler son estime de soi quelque part, parce que c'est un but bien précis, c'est pour plaire. Est-ce que s'il fallait travailler l'estime de soi, la confiance en soi, même si notre ami Nathan a souligné c'est des choses différentes mais qui se rejoignent, est-ce que c'est plus facile de travailler l'estime de soi, chez la femme que chez l'homme par exemple? Alors comme tu viens de le dire, chez la femme c'est vraiment compliqué quoi. Parce que tu vas vouloir à chaque fois ressembler, tu fais tout pour plaire, tu fais tout pour qu'on te remarque. Donc, c'est vraiment difficile de t'assumer toi-même et de dire, si j'agis comme ça, ça peut ne pas plaire. Oui. C'est difficile de dire, donc, on choisit la facilité et on se conforme. Donc, c'est vraiment difficile. Mais je pense que, homme ou femme, il faut qu'on travaille dessus. Il faut qu'on travaille. Mais le problème, là où le bas blesse, c'est là, en fait. On ne peut pas travailler parce que ça fait mal à la chair. Oui. Ça fait mal au... Ça fait mal en fait de dire il faut que j'arrête de faire comme ça, il faut que j'arrête de me comporter comme ça, de vouloir calquer ma vie. Et tu vas te dire si je fais comme ça, mais son regard sur moi va changer. Et c'est là où c'est compliqué, mais il faut qu'on accepte ça. Oui, parce que le changement, Nathan, ça dérange. Ça dérange beaucoup quand on devient différent, quand on change. Si on était habitué à sortir chaque vendredi, aller prendre un petit jus avec des amis et qu'au bout de 2 semaines, le rituel, il est rompu, on va se dire, il a changé. En général, c'est ce qu'on dit. Et quand on le dit, c'est pas en général dans le bon sens, c'est dans le mauvais sens. Le changement dérange, mais il faut y aller quand même, Nathan. Alors après, il faut comprendre que on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Est-ce que les personnes qui allaient avec moi tous les vendredis, on a les mêmes priorités? Est-ce qu'on a les mêmes responsabilités? Est-ce qu'on a encore le même rythme de vie? Est-ce qu'on a les mêmes moyens? Comme on disait tout à l'heure, c'est toutes ces questions à se poser. Et pour revenir à ce qu'Alina disait, difficile je trouve pour la femme de travailler son estime de soi à cause encore de la société. Parce que la société met des pressions sur la femme. On attend d'une femme qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça. Et ensuite, pour travailler sur soi, ça devient plus difficile. Et il faut reconnaître qu'une société un peu marginale, qui essaie un peu misogyne même, qui essaie un peu de coincer les femmes dans un coin, fait en sorte qu'elles ont du mal aujourd'hui à travailler. Et aujourd'hui, quand il y a une femme qui s'impose, on a le cas de certaines femmes politiciennes et certains chefs d'entreprise qui s'imposent dans le monde
ça devient des exceptions, ça devient des choses inédites. Oui, or c'est tout à fait normal. Ça devrait être normal Oui, qu'une femme s'impose, qu'une femme s'exprime, qu'une femme positionne ses idées et ses opinions. Donc moi je trouve que c'est quand même plus difficile pour les femmes. Plus difficile pour les femmes, Brice, exactement, avec cette pression sociale. On a l'impression que l'homme a beaucoup plus de temps, parce que c'est l'impression qu'on a. L'homme a du temps parce qu'en général, même quand on met la pression à la femme, on se dit à la femme, tu as 30 ans, il faut déjà avoir un enfant, il faut avoir un mari. L'homme, on se dit, bon, il a du temps. Donc plus difficile pour la femme. Évidemment, tu partages l'argument de notre ami Nathan. Absolument. Et pour revenir encore sur cette conception qu'a la société de la femme, c'est véritablement une grande pression que les femmes doivent subir chaque jour. Voilà. Je voudrais même parler rapidement de la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, c'est cette période de temps où la femme voit en fait sa vie en train de finir. Et imaginons un instant que jusqu'à cette période-là, elle n'a pas eu d'enfant. Vous voyez, la femme, naturellement, on va dire peut-être que la conception encore de la société, elle a ce rôle de séduction. Donc ça fait que même déjà dans le foyer, elle a un problème d'estime de soi. Est-ce que je suis belle aux yeux de mon mari? Voilà. Tout cet ensemble de questions-là trottine dans son esprit. Ouais, est-ce que je suis la femme idéale, parfaite pour mon mari? Est-ce que je suis une bonne femme? Aux critères. Exactement. Voilà. Et c'est des questions perpétuelles qu'elle se pose. Et cela dure tout le temps, en fait, de son mariage, souvent. Voilà. Et donc, il est important de pouvoir peut-être faire la part des choses. L'estime de soi au niveau de l'homme se travaille peut-être plus facilement, mais avec la femme, c'est un peu plus complexe encore. Voilà. Oui, parce que comme Brice l'a souligné, Alina, c'est que la pression, je veux dire, le fait de se remettre en cause tout le temps chez la femme, bah on va dire, ça s'étend parce que même en général, justement, on reste encore sur la société. Quand il y a un problème dans le couple, en général, on pointe du doigt à la femme. Donc cette pression-là, tout ça vraiment, ça vient appuyer de manière négative sur l'estime de soi de la femme. Donc très compliqué, mais toi, tu y arrives. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi le conseil que tu donnes souvent à tes petites sœurs, à tes copines qui manquent justement d'estime de soi? Trouve ce que tu sais faire et appuie-toi dessus en fait. Mais en fait, c'est vraiment ce qui m'a aidé quoi. Je ne suis pas douée dans ça, je ne suis pas douée à faire cette chose ou cette tâche-là, mais je sais faire autre chose et je peux le faire bien. Donc, je le fais. Et je m'assume parfaitement. Il y a des gens, par exemple, qui vont continuer à te juger, continuer à émettre des avis négatifs, mais au bout d'un moment, moi, je passe dessus. Oui, parce que Nathan, comme on dit, pour travailler l'estime de soi, Brice insiste, ça se travaille, on est tout à fait en accord avec lui. Mais l'élément déclencheur même de ce travail sur l'estime de soi, c'est d'abord le jeu. À partir du moment où on dit j'arrête de faire ceci, j'arrête de faire cela, Mais en général, c'est difficile de commencer à prendre cette décision-là, Nathan. Oui, il y a un gros effort quand même. Oui. À ce niveau, il faut aller au-delà. Il faut être surhumain, comme je disais. Surtout quand les bases ont raté. La famille, le lycée, les groupes de pairs. Arriver, par exemple, vous êtes déjà un travailleur. Pour travailler votre estime de soi, vous avez la pression de l'entreprise, la pression des chefs, la pression des amis, la pression de la famille, vous devez vous marier, etc. Oui. Ça devient de plus en plus difficile. Donc plus on évolue, plus c'est difficile. On évolue, plus c'est difficile. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On remercie Nathan, étudiant en management des affaires. Merci évidemment d'être revenu à nouveau sur le plateau de Génération News. On remercie Brice, étudiant en statistiques économiques et financières. C'est un plaisir de te recevoir sur Medi 1 et on remercie la seule femme de ce plateau, Alina, étudiante en banque et assurance. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est la fin de Génération News. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.